Bonjour à tous, c'est Dr Bousta, infectiologue au CHU de Batna. On continue toujours avec la sémiologie digestive et on va parler de la sémiologie des diarrhées et de la constipation, c'est-à-dire on va parler des troubles du transit intestinal. C'est un cours destiné aux étudiants de troisième année médecine, module sémiologie. Nos objectifs pédagogiques est de savoir définir une diarrhée, une constipation, reconnaître les hypothèses diagnostiques et les examens complémentaires nécessaires et également reconnaître les principales étiologies. Un petit rappel du transit intestinal normal. La durée normale de transit digestif est de 24 heures. Les selles normales sont émises 1 à 2 fois par jour. Elles sont homogènes et moulées, formées de 78% d'eau et de 22% de matière sèche, représentée par des résidus cellulosiques indigestibles et par des produits de la desquamation muqueuse. Le pH est neutre. Leur couleur est dominée par le stercobilonogène, qui est un produit de dégradation de la bilirubine. La couleur, elle peut varier avec les aliments. L'ingestion, par exemple, l'ingestion de betterave, les selles sont rougeâtres. Lors de la prise de certains médicaments comme le fer, les selles sont noirâtres. Donc, la première partie de notre cours est la sémiologie des diarrhées. Comme définition, la diarrhée est l'émission quotidienne de selles trop fréquentes, supérieures ou égales à 3 selles par jour, et ou trop liquides, et ou trop abondantes avec un poids supérieur à 300 grammes par jour. Bien sûr, on doit éliminer certains diagnostics différentiels, comme la fausse diarrhée du constipé qui est reconnue sur la notion d'une constipation alternant avec des phases de diarrhée, ou bien l'incontinence anale. Donc, on doit préciser le contexte épidémiologique en cherchant des cas similaires dans l'entourage, la notion de prise médicamenteuse, notion d'un voyage récent. On doit préciser les caractères sémiologiques de cette diarrhée. Cette précision se fait à l'interrogatoire. Donc, à l'interrogatoire, on doit chercher la date de début et la durée d'évolution. S'agit-il d'une diarrhée de quelques heures, de quelques jours ou bien de quelques semaines? Donc une diarrhée aiguë, c'est une diarrhée évoluant moins de 2 semaines. Une diarrhée chronique, c'est une diarrhée évoluant plus de 4 semaines. Et la diarrhée prolongée, c'est une diarrhée qui évolue entre 2 à 4 semaines. On doit chercher à l'interrogatoire le mode de début, c'est-à-dire un début brutal qui va nous orienter vers une cause infectieuse, ou bien un début progressif qui peut nous orienter vers une maladie inflammatoire, une maladie tumorale ou fonctionnelle. À l'interrogatoire, on doit chercher le nombre de selles par 24 heures, c'est-à-dire on doit chercher l'abondance. S'agit-il de 3 selles, de plusieurs selles ou bien des selles qui ne sont pas quantifiables? Ceci peut témoigner de la sévérité du tableau clinique. Il est très important de voir l'aspect des selles du patient. S'agit-il des selles fécales, afécales, des selles hydrico-aqueuses, pâteuses ou graisseuses? On doit chercher également la présence d'autres éléments anormaux tels que la présence du sang, du pus ou de glaire. On doit savoir l'horaire de la diarrhée. Une diarrhée diurne et nocturne peut nous orienter vers une origine organique. Une diarrhée diurne, c'est l'origine fonctionnelle. Une diarrhée nocturne, surtout si la diarrhée chez le sujet diabétique d'origine neurogène. La diarrhée postprandiale, souvent, c'est une diarrhée qui est motrice. Donc, on doit chercher le mode évolutif. S'agit-il d'une diarrhée aiguë ou bien une diarrhée chronique? Pour ce mode, on doit chercher si la diarrhée chronique est permanente, continue ou au contraire intermittente, évoluant par poussée entrecoupée de périodes de rémission, spontanée ou provoquée par des facteurs qui importera de préciser.
On doit chercher également les facteurs déclenchants ou de sédation. Par exemple, la diarrhée osmotique disparaît à jeun. La diarrhée secondaire à une carence en lactase disparaît après exclusion du lactose de l'alimentation. Une cause microbienne guérie sous traitement antibiotique. Une insuffisance pancréatique externe est influencée par un régime pauvre en graisse. On doit chercher également les signes accompagnateurs, des signes digestifs comme la douleur abdominale, les nausées, les vomissements, des signes généraux comme le syndrome infectieux, l'asthénie, l'amaigrissement, l'anémie. On doit chercher également les signes extradigestifs. On doit chercher la notion de myalgie, la notion d'un syndrome grippal, les arthralgies et également, on ne doit pas oublier les signes de retentissement, les signes de déshydratation, de dénutrition ou bien de malabsorption. Il ne faut jamais oublier les signes de gravité qu'on doit les chercher surtout chez une population particulière, les enfants, les sujets âgés, les immunodéprimés. On doit chercher les signes de déshydratation comme la soif, la perte de poids, le pli cutané à l'examen, la sécheresse des muqueuses, une tachycardie, une hypotension. On doit chercher également le syndrome septicémique ou les signes de choc comme l'hypotension, l'hyperthermie ou bien l'hypothermie, l'oligurie, la présence des marbrures. Pour la diarrhée aiguë, comme définition, c'est l'émission de sel trop abondante et ou trop fréquente et ou trop liquide de survenue brutale en moins de 14 jours. Elle est habituellement hydrique ou bien hydroélectrolytique. Donc le mécanisme est la destruction de la muqueuse intestinale par invasion d'un micro-organisme ou bien par la production d'une entérotoxine ou bien par les effets secondaires de certains médicaments. Pour la présentation clinique de diarrhée aiguë, on a le syndrome cholériforme. Donc, c'est une diarrhée hydrique avec des selles aqueuses très abondantes et des vomissements, pas de fièvre, avec signes de retentissement, surtout les signes de déshydratation. Pour le syndrome dysentérique, ce sont des selles fécales faites de glaire, du pus et du sang. Ce sont des selles de faible abondance avec la présence du syndrome rectal, c'est-à-dire la présence des épreintes et des ténèsmes. Donc les épreintes, c'est un besoin irrésistible d'exonérer suivi au nom de l'émission de sel, les faux besoins. Pour les ténèsmes, c'est une sensation de tension douloureuse en intrarectal. On a également la présence des signes généraux qui sont importants, type la fièvre, les frissons et l'asthénie. Les étiologies de la diarrhée aiguë, on a la diarrhée d'origine infectieuse, les diarrhées bactériennes, par exemple les toxi-infections alimentaires, c'est une atteinte collective après un repas suspect, c'est-à-dire plus de 2 personnes touchées, en général résolutive en 72 heures. On a la fièvre typhoïde au deuxième septenaire, le choléra, la yersiniose, la shigellose. On a les diarrhées virales, les diarrhées parasitaires, en particulier amébiennes. On a les diarrhées mycotiques, surtout sur terrain particulier. On a les diarrhées aiguës médicamenteuses suite à la prise de certains médicaments tels que les vénotoniques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les antimitotiques. Pour la diarrhée chronique, comme définition, c'est l'émission quotidienne de plus de 3 selles molles ou liquides pendant au moins 4 semaines consécutives dont le poids dépasse 300 grammes par jour. Le mécanisme de diarrhée chronique. Selon le mécanisme, on a différents types de diarrhée chronique. Diarrhée motrice, diarrhée sécrétoire, osmotique et diarrhée de malabsorption. La diarrhée motrice, c'est la conséquence d'une augmentation de la vitesse du transit intestinal. Ayant comme caractère sémiologique, ce sont des selles matinales, réveil matin, postprandiale immédiate, émises en plusieurs fois de façon rapprochée, peu abondante, impérieuse, avec présence d'aliments non digérés en général d'origine végétale, efficacité remarquable des ralentisseurs du transit,
et pas de retentissement sur l'état général. Dans les étiologies, on a les troubles fonctionnels intestinaux ou syndrome d'intestin irritable, l'origine endocrinienne telle que l'hyperthyroïdie ou bien le cancer de la thyroïdie. Pour la diarrhée sécrétoire, c'est l'influence d'un agent pathologique stimulant la sécrétion de l'intestin d'une façon anormalement importante, dépassant ses capacités de réabsorption. Ayant comme caractère sémiologique, ce sont des selles souvent très abondantes, afécales, liquides, qui persistent avec le jeûne, risque important de déshydratation et de troubles électrolytiques. Les principales étiologies de diarrhée sécrétoire, on a la polypose adénomateuse colique et certains médicaments comme la colchicine, les digitaliques, les laxatifs irritants. Pour la diarrhée osmotique, elle est due à la présence dans la lumière digestive d'un élément non absorbable à fort pouvoir osmotique. Donc, pour maintenir l'isosmolarité, il y a appel d'eau du milieu intérieur vers la lumière digestive et donc une augmentation de la quantité de l'eau dans les selles. Les caractères sémiologiques de la diarrhée osmotique, on a une abondance variable selon la quantité présente d'éléments osmotiques. Les selles sont liquides sans horaire particulier. Les selles cèdent lors de jeûne puisqu'il n'y a alors plus d'éléments osmotiques. Les principales étiologies, on a l'intolérance au lactose et le meilleur exemple, c'est la diarrhée après la prise de laxatifs type lactulose. La diarrhée par malabsorption ayant comme caractère sémiologique un début progressif, l'aspect des selles est stéatorique, selles grasses, luisantes, coulantes, pâteuses, laissant des taches d'huile sur le papier d'odeur fétide. Pour les signes physiques de la diarrhée par malabsorption, on a une altération de l'état général, une asthénie, amaigrissement, des douleurs abdominales inconstantes, on a un œdème, un tableau d'Anazarque, on a un syndrome anémique par carence en fer, en vitamine B12 et en folate. On a des douleurs osseuses, on a des crises de tétanie par carence en vitamine D, en calcium, en magnésium. On peut avoir un syndrome hémorragique par carence en vitamine K et des fois des lésions de la peau et des fanères. Pour les étiologies de diarrhée par malabsorption, on a la malabsorption d'origine pariétale intestinale par atrophie villositaire, par exemple la maladie cœliaque, par lésion pariétale comme la maladie du Crohn, au cours de certaines parasitoses, surtout au cours de la maladie, au cours du sida, au cours de la résection étendue du grêle, en cas de colonisation bactérienne chronique du grêle et en cas d'insuffisance artérielle mésentérique chronique. Pour les étiologies de la malabsorption d'origine pancréatique et biliaire, donc l'insuffisance pancréatique exocrine par exemple au cours des pancréatites chroniques, et pour l'insuffisance en sel biliaire par exemple le cas de cholestase chronique. Passons au deuxième chapitre de notre présentation qui est la sémiologie de la constipation. Comme définition, la constipation est définie par l'association d'un ralentissement du transit et d'une déshydratation des selles. Cliniquement, elle se traduit par des défécations rares, moins de 3 défécations par semaine ou un poids moyen de sel inférieur à 35 grammes par jour. On doit éliminer certains diagnostics comme la selle quotidienne trop dure, la sensation d'exonération ou d'évacuation incomplète et l'occlusion intestinale qui est une urgence chirurgicale définie par une interruption totale du transit intestinal, par arrêt des matières ainsi que des gaz. Le mécanisme de la constipation, il faut savoir qu'une défécation normale se décompose en 3 temps. La stagnation des matières dans les sigmoïdes, la progression des selles du sigmoïde vers le rectum, la défécation par perception du besoin du canal anal, contraction des muscles de l'abdomen et une poussée des muscles releveurs de l'anus.
Deux mécanismes physiopathologiques prédominent mais peuvent être associés. Un trouble de la progression sur l'ensemble du côlon par inhibition de la motricité globale et un trouble de l'évacuation au niveau du sigmoïde ou de la sphère anorectale. Pour les caractères sémiologiques de la constipation, on doit chercher la date de début et le mode d'évolution, c'est-à-dire un début récent et transitoire peut accompagner une affection aiguë ou à l'occasion d'un changement du rythme de vie au professionnel. Une constipation récente et persistante peut évoquer une cause organique. Une constipation ancienne et chronique peut évoquer également une cause fonctionnelle. On doit examiner l'aspect des selles, c'est-à-dire s'agit-il des selles régulières peu abondantes, dures, sèches, en sébales, ou bien s'agit-il des selles espacées de plusieurs jours, ou bien de fausses diarrhées, c'est-à-dire des selles liquides dans lesquelles on retrouve des fragments de selles dures. Donc, on doit chercher les signes accompagnateurs, les signes digestifs comme les douleurs abdominales, les vomissements, le ballonnement abdominal, les rectorragies. On doit chercher les signes généraux et extradigestifs comme l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement. Pour l'examen physique, l'examen de l'abdomen précise l'état de la paroi abdominale par l'inspection et la palpation avant et après mise en tension de l'abdomen et ceci pour apprécier la musculature abdominale, chercher une hernie ou une éventration. L'examen de la région anorectale et périnéale est une étape importante. Le toucher rectal également est important. Il permet d'apprécier la tonicité du sphincter anal et il permet de rechercher une sténose anale ou rectale, une contracture paradoxale du sphincter anal, l'existence de matière chez un malade qui n'éprouve pas le besoin d'aller à la selle, ce qui permet d'évoquer le diagnostic de dyschésie rectale ou de rechercher une rectocèle. Pour les examens complémentaires visant à éliminer une cause organique, on a l'anoscopie, la rectoscopie, la coloscopie ou bien coloscan ou lavement-bariti. Un bilan biologique peut être demandé, notamment le dosage des hormones thyroïdiennes si une hypothyroïdie est suspectée. Ces examens complémentaires sont à demander en fonction du contexte clinique. Pour les étiologies de la constipation elle peut être isolée ou primitive, c'est ce qu'on appelle la constipation maladie, et elle peut être secondaire ou la constipation symptôme résulte d'une anomalie ralentissant le transit colique ou affectant les mécanismes normaux de la défécation. Les étiologies de la constipation secondaire, on a les pathologies extradigestives, on a certaines pathologies ou bien certaines maladies endocriniennes comme l'hypothyroïdie, certaines pathologies neurologiques comme maladie de Parkinson, la prise de certains médicaments comme les psychotropes, les opiacés, les sédatifs, les antidépresseurs ou les anticholinergiques. On a d'autres étiologies comme l'allaitement et la grossesse. Toujours les étiologies de la constipation secondaire, la constipation symptôme des pathologies digestives, comme un obstacle au cours d'un cancer colorectal, trouble de la motricité du côlon au cours d'un mégacolon congénital, ou bien trouble de la fonction défécatoire anorectale appelée également constipation terminale ou dyschésie rectale, retrouvée au cours de délabrements obstétricaux. On a certaines pathologies anales et proctologiques comme les hémorroïdes. Les causes fonctionnelles, on a troubles fonctionnels intestinaux, la colopathie fonctionnelle ou bien le syndrome de l'intestin irritable. On a certaines étiologies hygiéno-diététiques au cours de l'insuffisance alimentation insuffisante en fibres alimentaires. Les complications de la constipation peuvent avoir une déchirure anale, un prolapsus rectal ou bien des hémorroïdes. Et je vous remercie pour votre attention.